Je vais commencer. Je suis Kali Amila, directrice exécutive de Human Rights Founder Network. Je suis basée en Californie. Je vais commencer par parler de la logistique et ensuite vous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Premièrement, en termes de logistique, cette réunion, diapo suivante, nous aurons une conversation qui permettra à chacun d'entre vous d'écouter dans la langue de votre choix. Choisissez votre langue. Nous avons français, espagnol, français, anglais et sous-titrage. Nous vous demandons de fermer votre micro. Si vous voulez intervenir, nous vous encourageons à le faire. Merci de fermer votre vidéo pendant la présentation. Nous vous invitons à ouvrir votre vidéo si vous voulez intervenir. Comme vous l'avez vu, cette réunion est enregistrée. Nous aurons une conversation aujourd'hui, espérons une conversation dynamique et nous pourrons la partager par la suite. Avec l'interprétariat, nous vous demandons de parler lentement, utiliser des oreillettes si c'est possible. Auguste, Paddy, Liliane, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Donc maintenant, nous allons commencer à parler du déficit de confiance. Ce rapport a été possible grâce au travail de plusieurs équipes. Et nous avons Marie-Alex Garcia qui est l'interprète en espagnol et nous avons Linda Gay en français. Merci beaucoup pour nous aider à avoir une très bonne conversation. Et nous avons aussi une équipe de conseillers. Bien que nous soyons une petite équipe, nous sommes un grand réseau et tout ce que nous faisons est toujours guidé par un comité de direction ou un groupe euh, consultatif. Ils nous ont aidés à établir ce rapport et à réfléchir à différentes questions importantes en termes de déficit en matière de financement. Donc vraiment merci Chadi, Eddy, merci à Mali. Nous vous les entendrez parler au cours de cette réunion. N'hésitez pas à poser des questions directement à cette équipe. Pour ce qui est de la recherche elle-même et pourquoi nous sommes ici parce que la confiance, nous avons confiance d'avoir cette conversation, mais nous savons aussi qu'il y a un déficit pour ce qui est de transférer les ressources. Ces mouvements et ces communautés, nous allons voir comment cela les affecte. Mais nous allons commencer à parler du rapport, comment nous définissons ce rapport en tant qu'équipe. Nous devons reconnaître les douleurs, les souffrances qui se passent en ce moment. Dans notre organisation, nous condamnons le massacre de personnes innocentes en Israël et en Palestine. Nous voulons reconnaître que c'est la crise humanitaire qui se passe à Gaza et l'attaque sur les civils. Et nous reconnaissons que cela se base sur des années de répression et nécessite une analyse plus systémique de ce qui se passe, contrairement à ce que l'on dit dans les nouvelles. Cette situation et notre rapport montrent comment nous comprenons le changement social et comment cela est possible dans le monde. Les discours que nous entendons et les voix qui établissent ces discours définissent ces actions. Ils nous disent les vies de qui comptent, établissent les politiques et ces discours ont des implications sur les ressources, sur comment ces ressources sont distribuées, parfois des milliards de dollars et l'impact que ça a sur les crises humanitaires et dans le domaine de la philanthropie. Et plus de 4 milliards de dollars est envoyé pour les droits humains. Nous voyons dans ces discours et en suivant le flux des financements, la legacy, l'héritage
du colonialisme. Nous voyons des idéologies anti-genre qui ont un impact sur les ressources à grande échelle. Nous avons développé cette recherche parce que nous avons entendu de la part de grands mouvements de nos partenaires et dans nos propres recherches qu'il y a un déséquilibre dans la façon dont l'argent est transféré, la façon dont l'argent va du nord au sud. L'argent vient du nord, mais à travers la philanthropie, ce que nous avons vu, c'est que les financements ont tendance à être plus flexibles et directs pour les bénéficiaires du nord. Et, et ce n'est pas le cas lorsque cet argent va vers le sud. C'est généralement à travers un intermédiaire ou même travers deux organisations qui ne sont pas basées dans la région. Donc, nous avons compris qu'il y avait un défi et nous avons fait ce rapport pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ce que nous avons vu, c'est que le taux de ces différences est beaucoup plus important que ce que nous attendions sur la base de ce qui est fait dans le cadre juridique. Ce que nous faisons aujourd'hui, la dernière fois, nous avons eu une discussion riche sur pourquoi cela arrive, qu'est-ce qui cause cet écart. Et une des choses qui est très importante souvent, ce n'est pas seulement basé sur une décision, une situation, mais c'est l'accumulation de petites décisions, plusieurs moments où quelqu'un s'assied pour le budget et se dit qui mérite ce financement, qui est-ce que je peux avoir, en qui je peux avoir confiance. Il y a des choses dans notre sous-conscient et dans nos pratiques explicites et le manque de créativité parfois qui nous pousse à réfléchir quelles sont nos suppositions en termes de pratique lorsque nous parlons de ce qui se passe sur le terrain. Donc, nous allons avoir beaucoup d'interventions sur cela. Qu'est-ce que nous trouvons? Il y a une différence persistante entre la conception de sur qui pouvons-nous avoir confiance, qui peut bénéficier des ressources. Et cela montre qu'il est important d'en parler. Il y a des exemples de transfert d'argent vers des organisations, des mouvements, des organisations en qui on peut faire confiance. Et nous pouvons voir que cela mène à des changements. Je sais que vous êtes dans cet appel, vous êtes investi dans certaines de ces questions ou au moins intéressé ou curieux. Nous sommes heureux que vous soyez là. Nous espérons que vous pourrez prendre cette réunion comme opportunité pour utiliser les données dans votre plaidoyer et pour votre réseau. Essayez de voir comment atteindre ceux qui ne sont pas encore avec nous. Comment plaider auprès des institutions ou dans votre domaine, auprès de vos conseils. Essayez de voir comment atteindre plus de personnes pour pouvoir comprendre et changer les discours faits dans le cadre des financements et voir comment nous pouvons transférer ces ressources, ces fonds de manière positive vers les bénéficiaires qui en ont le plus besoin. Donc, je vais donner la parole maintenant à Rachel Thomas qui a travaillé pour ce rapport. Merci. Merci, Cléa. Et merci pour cette présentation. Je veux souligner que c'est un effort d'équipe. Nos conseillers, nos partenaires de recherche, je vais en parler d'ici peu. J'ai le privilège et le défi de vous présenter notre recherche et juste pour vous rappeler, c'est moi qui étais responsable de la recherche de ce rapport. Ces données sont très importantes et je veux être sûre que la présentation est claire et concise
et que vous puissiez apprendre des données et les utiliser dans le cadre de votre travail et vraiment vous montrer combien il est urgent d'en parler et que vous utilisiez dans votre travail. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter nos conclusions et je vais utiliser notre site pour le faire. Il y a une page ici qui présente nos conclusions. Je vais donc faire la présentation et je vais utiliser d'autres diapos pour appuyer nos conclusions. Ce que vous voyez maintenant sur l'écran, c'est notre site sur le déficit de confiance. Et nous allons mettre un lien dans le chat. Vous pouvez accéder au rapport complet en cliquant sur le rectangle noir. Vous pouvez également consulter le résumé de 4 pages, disponible en français, en anglais et en espagnol. Donc, ce site contient 4 sections. La première donne un peu le cadre de la recherche et la méthodologie. Et si vous avez fait partie de la conversation en termes de recherche par le passé, vous savez que nous focalisons beaucoup sur la méthodologie. D'où est-ce que viennent les données? Sur quoi nous basons-nous? Si vous regardez à l'écran, vous verrez qu'il y a 4 organisations sur la gauche qui incluent Human Rights Funders Network. Les 3 autres, Ariadne, les financeurs européens pour le changement social et les droits humains, Prospera, le réseau international pour les fonds des femmes et Candide. Chaque année, nous leur demandons des informations en termes de financement. En même temps, nos 4 partenaires collectent des données des plus grandes, en termes de financement, des plus grandes fondations dans le Nord. Environ 760 000 millions de dollars. Dans notre analyse, en 2019, nous avons identifié 761 fondations dans 51 pays qui ont fait 27 millions de financements et 4 milliards de dollars. Donc, ça vous montre l'envergure du travail qui est fait. Je me focalise sur cette section. Pour parler de la méthodologie, vous voyez un cercle au milieu de l'écran qui comprend 761 petits cercles qui représentent les différentes fondations dans notre recherche. Vous pouvez, euh, vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. Et ensuite, en termes de méthodologie, vous voyez le cercle vert, c'est les fondations basées dans le nord et en rose, les fondations du sud. Dans notre recherche, nous définissons le nord en tant que États-Unis, Canada, Europe de l'Ouest, Canada, Nouvelle-Zélande, Japon et Australie. Et vous voyez des différences importantes en termes de données. Il y a différentes raisons. Premièrement, pour toute fondation en dehors des États-Unis, nous comptons sur leur fondation pour partager leur liste en termes de financement. Et ces disparités montrent une histoire d'inégalité où les richesses sont concentrées dans le Nord. Je voudrais souligner qu'il y a tellement de travail important fait par les fondations basées dans le Sud et l'Est et nous essayons de trouver plus de données pour représenter le travail qui est fait par les fondations dans cette région. L'autre section de notre site, la deuxième section, nous parlons de là où va le financement. Nous voulons vraiment vous montrer la distribution inégale des financements. Il y a 3 images différentes que je vais vous montrer. Première image, c'est les disparités mondiales en matière de financement des droits de l'homme, des droits humains. Et tout ce qui est en jaune, c'est lié au nord. Si vous voyez en haut, la barre en haut, ça dit
tous les financements, le financement en termes de droits humains par les fondations. Et en jaune, sur la gauche, vous voyez la proportion de financement euh, fait par les fondations basées dans le Nord. Et en bas, vous voyez la proportion de financement reçu par les bénéficiaires. Et vous voyez que 88% des bénéficiaires sont basés dans le Nord, 99% des financements faits par les fondations sont basés au Nord. Et, et si vous voyez en vert, les 99,7% des financements restent dans le sud et l'est. Et seulement 1% des financements vont vers le sud. Ce n'est pas pour dire que le financement venant du Nord n'est pas important, mais le travail fait par les organisations basées dans le sud et l'est est important. Ces fondations euh, ont un financement important, mais il n'est pas suffisant pour pouvoir soutenir ceux qui font le travail sur le terrain. Et à mesure que nous réfléchissons euh, à ce qui est fait en termes de financement, j'ai deux autres diapos que je voudrais partager avec vous qui montrent les différences en termes de financement des droits humains. Dans cette diapo, vous verrez où est-ce que le financement des droits humains va. En vert, ça correspond au nord et en rose au sud et à l'est. Et vous voyez différentes icônes qui représentent des personnes. 12% de la population mondiale vit dans le nord et 88% dans le sud. Et si vous regardez sur la droite en bas, ça représente les financements. 79% des financements bénéficient les personnes basées dans le nord et 22% seulement vers les personnes basées dans le sud. Nous ne disons pas que trop de financement va vers le nord. Si vous réfléchissez, si vous faites les calculs, ça fait environ 3 dollars par personne par année dans le nord qui se focalise dans le nord. Mais ce que nous vous montrons, c'est que quand on compare les financements utilisés pour promouvoir les droits de l'homme dans dans le reste du monde, c'est très peu. Et enfin, je voulais vous montrer qu'est-ce que cela veut dire lorsque l'on montre les différences en termes de région. On voit un grand rectangle rose sur la gauche qui prend 2 tiers de l'écran. Nous avons l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que cela montre? C'est environ 2,6 millions de dollars en 2019 bénéficie l'Amérique du Nord. Si vous regardez sur la droite de l'écran, vous avez toutes les autres régions du Nord, euh, toutes les autres régions du monde. 259 millions de dollars vont au secteur des droits humains en Afrique subsaharienne, 238 millions pour l'Amérique latine et les Caraïbes. Et si vous voyez tout en bas, la plus petite proportion va au Moyen-Orient et l'Afrique du Nord avec 67 millions de dollars. Nous ne disons pas qu'il y a trop de financement pour l'Amérique du Nord, mais nous essayons de souligner que dans beaucoup de contextes, les ressources en termes de droits humains manquent et il y a beaucoup à faire pour pouvoir rééquilibrer cela. Je veux que vous gardiez cela en tête à mesure que nous avançons vers la troisième et la quatrième partie de notre site. Lorsque l'on parle de la distribution des financements des droits de l'homme, où est-ce que les financeurs soutiennent dans les différentes parties du monde? Nous avons appelé cette section les disparités constantes et vous verrez pourquoi. Comme je l'ai dit, c'est vraiment pour montrer la pratique de financement. Nous avons commencé différents niveaux dans les régions.
Ici, nous regardons 3 composants. Est-ce que le financement atteint directement? La taille du financement qui va vers les régions par rapport à ceux qui vont indirectement dans ces régions, la flexibilité, l'accès à des financements flexibles. Financement direct, où vous voyez sur ce tableau, nous avons chaque région représentée et si vous regardez ce que ça veut dire, c'est que 100% des financements pour l'Amérique du Nord va vers l'Amérique du Nord. Donc, ces 2,6 millions de dollars vont vers des bénéficiaires en Amérique du Nord. Europe occidentale, 91% va aux bénéficiaires de cette région. Mais si vous regardez les autres régions, vous voyez que la tendance est à la baisse. Je vais attirer votre attention sur les 2 dernières régions. En bas, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et l'Asie-Pacifique. Et pour ces 2 régions, il n'y a seulement que 60% des financements qui vont vers ces régions. Donc ça veut dire que les autres, 40% vont dans d'autres, secteurs. Diapo suivante, je vais parler des financements directs et indirects. Lorsqu'on parle des financements directs, c'est par exemple les 60% des 60% des financements vont dans cette région et les 40% restants ne vont pas directement dans cette région. Ici, c'est ce que nous voyons. En termes de la taille des financements qui offrent un financement direct et indirect. En haut de la liste, pour les financements directs, nous avons l'Amérique du Nord. Je ne suis pas sûre que intéressant soit vraiment le mot, mais les plus grands financements vont vers ces régions, les régions du Nord. Les ressources sont données aux organisations basées dans cette région du Nord. Lorsque l'on voit l'Asie-Pacifique, par exemple, les financements qui vont directement là-bas, c'est environ 69 millions de dollars. Nous comparons avec les autres financements indirects offerts pour cette région, 267 millions. Et l'autre comparaison que nous avons, c'est les financements flexibles et l'accès aux financements flexibles. Nous regardons à ces graphiques et la proportion pour chaque région. Ici, en haut, à gauche, le financement qui bénéficie directement l'Amérique du Nord, presque un tiers de ces financements sont offerts pour un financement direct. Et à mesure que nous allons vers les autres régions, vous voyez que la proportion diminue. Et en bas, tout en bas, vous avez l'Europe de l'Est et l'Asie centrale. Vous commencez déjà avec très peu d'argent. Et sur ce peu d'argent que vous avez, seulement 10% de cet argent va vers des organisations basées dans la région pour les soutenir. Donc, cela montre les vastes différences qui existent au sein du financement des organisations en fonction de la région où ils sont basés. Une autre chose que nous avons fait pendant la recherche, que nous n'avions pas fait avant, pour la première fois, nous avons segmenté les financeurs en fonction de leur type. Les financeurs ne sont pas un groupe homogène et nous savons qu'ils ont différentes pratiques et nous vous avons essayé de comprendre ces différences, particulièrement en rapport avec euh, l'écart de financement, le déficit de confiance, pardon. Ici, vous voyez ce document. Si vous regardez le graphique sur la droite, ce que nous montrons ici, nous regardons les différents financeurs. Et si vous regardez, nous les avons séparés. En bleu, ce sont des fondations privées qui incluent les familles indépendantes et les fondations commerciales. Ensuite, nous avons les fondations publiques qui incluent les fonds des femmes, les fonds pour les femmes, les fonds philanthropie
et je peux en parler plus pendant la discussion si vous êtes intéressé. Et la dernière catégorie, c'est les coopératives. Et ce que nous avons vu, c'est que sur la gauche, vous voyez que la proportion est beaucoup plus importante pour les fondations qui bénéficient la région du Nord. Le nombre que nous estimons être des financeurs solidaires, nous les définissons en tant que fondations qui font au moins 5 financements vers le sud et l'est, et 75% des financements vont directement vers les organisations basées dans le sud et l'est. Donc, vous voyez en fonction de la région, il y a une diminution. Gardez cela en tête à mesure que nous regardons cette diapo. Je n'ai pas inclus toutes ces différentes catégories parce que ça faisait trop à inclure et pour la traduction. Mais il y a beaucoup de choses que je voudrais souligner ici. Ce que cela montre, c'est que pour les fondations privées euh, qui doivent bénéficier le Sud et l'Est, la proportion de financement direct et la proportion de financeurs solidaires qui sont vraiment engagés à fournir des financements pour bénéficier les organisations qui sont dans le sud et de l'est. Ce n'est pas énormément quand vous pensez que c'est seulement 5 financements au minimum. Vous voyez que les pratiques changent en fonction du type de fondation. Les fondations privées, seulement 49% apportent un financement direct et seulement 10% d'entre ces fondations sont des financeurs solidaires. Les fondations publiques sont un peu plus élevées, 68% de financement direct, 45% financeurs solidaires. Pour le Fonds pour les femmes, regardez les chiffres. 92% apportent un financement direct aux organisations du Sud et de l'Est et 85% sont des financeurs solidaires. Et juste un mot sur les collectifs des donateurs. Financement direct 100% et 50% des financeurs solidaires. Euh, les collectifs des donateurs sont très bien en termes de se connecter avec les communautés. Nous n'avons pas eu suffisamment un grand nombre de collectifs de donateurs pour notre recherche. Je vais revenir sur notre site pour conclure. Notre dernière section, c'est notre transition. Qu'est-ce que les données disent sur le déficit de confiance et qu'est-ce que nous pouvons faire, les actions que nous pouvons prendre pour y répondre? Dans le rapport, et j'espère que vous prendrez le temps de le lire, vous pouvez voir vers la fin, nous avons 9 étapes que les financeurs peuvent prendre pour répondre aux préjudices. Et nous avons des outils que nous avons développés qui sont inclus, que les financeurs peuvent utiliser pour les aider et commencer une discussion au sein des institutions, établir des objectifs, répondre de manière explicite aux préjugés, comme je l'ai dit. Ces recherches, ces données sont très importantes et nous vous encourageons tous, peu importe où vous êtes dans le système, dans l'écosystème, essayez de voir comment vous pouvez travailler ensemble de manière systémique pour pouvoir aboutir à un changement. Et notre réseau peut être un allié pour cela. Merci beaucoup. Merci, Rachel. Nous vous invitons tous à ouvrir votre vidéo si cela vous fait plaisir. Je suis Brenda Sales, je suis directrice de communication et de stratégie.
Je voudrais entendre des réactions, des questions. Pour commencer, je vais inviter Emalia, qui fait partie de CASA Social Environmental Fund et qui a participé à ce processus de l'équipe consultative. Amalia, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Je suis heureuse de parler de ce rapport parce que pour nous, ah, je l'entends pas bien. Hum, Il y en a beaucoup plus. Attendez. Ça a été une grande passion pour moi d'élever cette catégorie de financement mondial. Le financement du Nord, je- avoir ces chiffres de manière très claire, c'est très important pour notre travail dans cette partie du monde. Une des raisons pour laquelle je suis heureuse, c'est que nous, en tant que financiers locaux, nous avons déjà une structure. C'est le, yeah, cannot hear well. Est-ce que vous pouvez mettre le micro plus proche pour qu'on puisse vous entendre mieux? Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, c'est mieux. Juste pour reprendre, les financeurs du Sud, nous avons un mouvement pour pouvoir soulever ce problème. C'est très important de pouvoir consolider. Nous venons d'un domaine consolidé, la philanthropie, depuis tellement longtemps, et nous nous sommes rendus compte qu'il y a deux catégories, les fondations privées et les fondations publiques. Il y a différents types de fondations publiques. Certaines sont des fondations de solidarité et nous voyons les problèmes qu'il y a dans le Sud et de rendre leurs ressources, de faire que leurs ressources arrivent dans le Sud. Et ils ont fait un travail important, mais nous sommes intervenus parce que même en ayant les meilleures intentions dans notre société, dans nos pays, dans le processus d'établir la démocratie, elles n'auraient jamais accès aux ressources. Non pas qu'elles ne savent pas que la philanthropie existe, mais nous voulons nous assurer qu'ils fassent partie des mouvements dans la culture du pays et surtout, nous voulons nous assurer que les ressources sont disponibles parce que c'est la seule chose qu'elles peuvent atteindre. Alors, c'est vrai que c'est difficile de comprendre dans ce domaine. C'est la première fois que je reconnais que nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas juste des intermédiaires financiers. Nous sommes des activistes locaux. Nous venons de mouvements locaux. Ils ont été là beaucoup plus longtemps que nous, mais c'est en établissant plus des liens, comprendre la langue, le domaine dans lequel nous travaillons, c'est important pour l'étude. Et l'autre point, nous voyons des disparités, c'est clair. Il y a beaucoup de raisons. Un grand nombre de ces raisons sont, nous les savons, des personnes qui connaissent d'autres personnes.
certaines personnes qui connaissent d'autres personnes sur le terrain, dans le sud, ils, ils parlent la langue des financeurs, ils sont capables de mobiliser les ressources pour s'établir dans différentes parties du monde. Et c'est comme ça que ça a toujours été. Et nous espérons que nous aurons la possibilité d'arrêter tout cela et de voir ça différemment et ne pas dire que il ne faut pas avoir de lien direct avec ceux qui sont dans le sud, mais qu'on devrait plus parler ensemble. Nous avons un grand nombre de membres financeurs du sud qui sont avec nous pendant des années et peut-être qu'ils peuvent partager leur expérience. La façon, peut-être voir comment changer la façon de travailler, la façon de réfléchir et voir comment améliorer les relations pour le financement dans le sud. Et qui contrôle, c'est le nord, ceux qui sont dans le nord qui contrôlent. Comme je l'ai mentionné, nous avons besoin d'avoir les ressources pour aider ceux qui sont dans le sud. Il y a de nouvelles choses à prendre en compte. Donc, je vais m'arrêter. Je suis désolée, je pourrais continuer, mais j'aimerais entendre des autres qui sont ici, des autres conseillers. Merci. Merci, Amalia. Nous aimerions entendre d'autres commentaires ou questions. N'hésitez pas à ouvrir votre micro. Je vois Lucia, vous avez levé la main. Merci, je suis Lucia. Ça fait plaisir de voir des personnes que nous connaissons. Amalia, c'est un plaisir de vous voir. Merci beaucoup pour le rapport. C'est très intéressant. Je me demandais si vous saviez combien de ces 700, 800 fondations ont dans leur mission ou objectif principal de financer au niveau international. Parce que je pense que c'est un problème en général qu'il n'y ait pas de distribution de richesse dans le monde. Dans les États-Unis et aux États-Unis, il reste aux États-Unis, nous renforçons les inégalités, les conflits et nous renforçons les abus. Mais c'est une chose différente, n'est-ce pas, d'évaluer si c'est un écart de confiance. Lorsque vous regardez de près, ce n'est pas énorme du point de vue international. Vous pouvez supposer qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Est-ce qu'il y a un problème de confiance? Est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne organisation? Généralement, c'est le cas. Est-ce qu'il est une bonne organisation? Ça se base sur où est-ce que la fondation est basée. Je voudrais juste comprendre, est-ce que vous les mettez tous dans le même sac, ces différentes fondations, ou est-ce que vous regardez à la mission des fondations, à qui ils sont supposés donner l'argent? Merci. Merci, Lucia. On a deux autres questions. Et ensuite, Rachel peut répondre. Je vois un commentaire de Mila. Je ne suis pas sûre d'avoir bien prononcé votre nom. Est-ce que vous voulez partager votre commentaire avec le groupe? Oui, merci de me donner la parole. C'est très intéressant d'entendre les commentaires. Je me demandais, je suis avec IFEX et nous fournissons des financements pour le Sud, mais nous voyons aussi qu'il est difficile de s'engager directement avec les pays qui ont des sanctions, qui sont victimes de sanctions, qui ont des lois anti-ONG, ce qui fait que les financements dans ces pays est plus difficile. Nous avons, nous avons essayé de trouver d'autres moyens pour pouvoir assurer des financements. Birmanie, Venezuela, Myanmar, Venezuela. Donc, c'est ce que je voudrais vous parler. Comment combattre ce problème? Merci. Auguste?
Allez-y. Merci beaucoup pour la présentation. C'était un plaisir de faire partie de ce groupe. Deux questions. Premièrement, est-ce que vous savez quelle est la tendance? Ça, c'est 2019. Est-ce que la tendance s'améliore ou est-ce que ça s'empire? Deuxièmement, comment est-ce comment est-ce que vous prenez des organisations en tant que sponsor fiscal? Par exemple, si les organisations n'ont pas le statut 501 3C, euh, est-ce que vous passez par un intermédiaire? Est-ce que c'est une organisation basée aux États-Unis? Est-ce que vous essayez d'ouvrir ce canal? Merci. Merci, Liliane. Merci, Brenda. Je voudrais demander en termes de financement flexible. J'ai vu que dans certains cas, dans la grande proportion des financeurs américains ou du Nord, il y a cette notion de fournir des financements flexibles aux organisations qui sont en dehors des États-Unis n'est pas légalement faisable, qu'il y a des lois fiscales, des exigences juridiques qui existent et qui limitent cela. Euh, j'ai pu comprendre que ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, ce n'est pas, il y a certains financeurs qui le font. Donc, je me demande, est-ce que les financeurs pour les droits humains ou d'autres acteurs que vous connaissez qui font ce qui est possible pour, euh, pour, euh, pour faire face à ce mythe? Deuxième question, qu'est-ce que vous nous diriez pour les personnes qui font pas partie de ces fondations, les équipes qui organisent, qui font partie des organisations des droits humains? Qu'est-ce que l'on peut faire avec cette recherche pour que nous puissions attirer l'attention sur le fait que ces disparités existent en termes de financement flexible? Merci. Merci beaucoup. Je vais vous donner la parole, Rachel. Et je vois une question pour savoir si nous participerons au sommet Unité la semaine prochaine. Je vais essayer de répondre à toutes les questions. Faites-moi signe si ce n'est pas le cas. Lucia, votre question, comment nous jugeons les fondations et celles qui ne financent pas dans le contexte international, nous les, nous les tenons pas responsables de la même façon. Nous regardons cela de manière séparée. Dans notre analyse, nous avons dit que nous avons près de 700 fondations. 260 soutiennent le travail fait dans le sud et l'est. Et le travail qui est fait dans le sud et l'est, nous regardons les disparités qui existent en termes de groupe. C'est un spectrum, mais pour simplifier, il y a deux camps. De ce que j'ai vu, il y a des fondations qui continuent de travailler dans le sud et l'est, qui ne va pas directement dans la région. Et il y a des fondations, peut-être pas tout l'argent va dans la région, mais ils sont des partenaires. Ils sont beaucoup plus investis pour s'assurer que ces groupes dans la région obtiennent un financement flexible. C'est la distinction que nous voyons. C'est difficile en fonction du contexte, comment ils travaillent et quel financement ils prennent pour établir une infrastructure au niveau local. Comment les droits humains travaillent dans ce contexte, dans différentes pratiques. Malade, votre point sur, j'essaie de lire mes notes.
vous parliez des problèmes des ONG, les problèmes de financement, les restrictions. Oui, il peut y avoir un contexte qui fait que le financement pour les ONG est difficile. Essayer de réfléchir comment les ONG répondent, font face aux crises, voir comment elles peuvent travailler ensemble avant que le problème intervienne. C'est une des raisons pour laquelle nous regardons pas seulement quel financement va dans quel pays, mais quel financement va dans la région pour prendre en compte le contexte global. Au gaz, vous avez parlé de la tendance en termes de... Ce sont les données de 2019. Pour être honnête, c'est un défi. Nous avons essayé d'atteindre plusieurs personnes pour être sûr que nous ayons des données globales, pour être sûr que Et c'est clair qu'il y a en termes d'analyse que nous produisons, peut-être nous pouvons être un peu en retard. Euh, et nous avons peut-être eu des problèmes en termes de collecter les données, surtout pendant la pandémie. Vous demandez si nous anticipons quelle était la situation avant. Est-ce que la situation change en termes de financement flexible? Nous avons vu une augmentation dans ce domaine, c'est encourageant. Je pense qu'avec la pandémie, nous pensons que ces chiffres vont augmenter, mais nous n'avons pas encore fait des analyses pour le prouver. Le financement direct, je ne pense pas que nous verrons beaucoup de changements. Il y a beaucoup de gens qui parlent de localisation, mais ce que cette recherche de 2019 montre, même parmi les financeurs, il y a des défis et plusieurs personnes ont soulevé ces défis. Défis de la régulation, règlements, les lois, les barrières. Et Liliana, vous en avez parlé. Qu'est-ce que nous faisons pour répondre à ces mythes? Parce que les financeurs peuvent faire des financements, mais si vous regardez nos recherches et le fonds pour les femmes qui transfèrent cet argent vers les groupes locaux rapidement, je pense que votre deuxième question, c'était qu'est-ce que nous voulons faire par rapport à ça? Je pense qu'il y a un besoin de conversation pour parler de ce problème et comment y répondre. Il doit y avoir une discussion communautaire. Je crois qu'il me manque une question. Désolée. Est-ce qu'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu? J'ai demandé comment remettre dans les données la responsabilité, le sponsor fiscal. Nous n'en avons pas énormément, mais ce ne fait pas partie la majorité des données que nous avons. Nous essayons d'avoir une image plus globale. Le sponsor fiscal, c'est important parce que quand nous travaillons avec différentes fondations, c'est important d'avoir cette conversation et réfléchir aux valeurs de la philanthropie et les discussions, les décisions qui sont prises. Et je ne suis pas sûre que le sponsor serait à l'aise dans ce domaine, mais c'est important d'avoir des ressources nécessaires, particulièrement pour ceux qui travaillent pour les droits de l'homme dans le domaine de la philanthropie. Merci beaucoup, Rachel. Avant de passer la parole à Shadi, qui fait également partie de l'équipe consultative, je voudrais rajouter une question. Nous faisons du travail, nous travaillons avec les financeurs pour pouvoir mieux répondre aux crises. C'est une des initiatives que nous avons à venir. Une des grandes questions que nous avons, c'est comment
soutenir et coordonner le financement euh, pour les bénéficiaires dans les pays où des lois restreignent euh, l'apport de financement. Nous vous enverrons des informations sur la conversation que nous aurons en novembre et en décembre. Visitez notre site Internet pour en savoir plus. Et en réponse aux questions que nous avons dans le chat, nous avons une conférence qui sera menée en avril en Géorgie. Si vous êtes intéressé, nous enverrons des informations dans les prochaines semaines. Donc, si vous voulez rester connecté, avoir plus d'informations, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Je donne la parole à Shady pour des commentaires. Merci, Brenda. Je dois maintenant essayer de suggérer un appel à l'action, mais je veux d'abord remercier le réseau pour cette très bonne recherche. Je représente le projet TrustBase qui est basé aux États-Unis, mais nous avons un plus grand intérêt euh, à travers le monde sur ce déficit de confiance. Je suis heureuse que ce rapport parle de déficit de confiance parce que lorsque nous parlons de ce rapport, on ne parle pas seulement des personnes en qui on ne peut pas avoir confiance. Pouvoir étendre cette confiance, ça demande à reconnaître les inégalités qui existent dans notre secteur et dans le monde et systémiques. Ces domaines vraiment illustrent ces inégalités, pas seulement en termes de distribution des ressources, mais comment les ressources sont contrôlées dans certaines parties du monde. Donc, c'est très important tout d'abord de reconnaître cela en tant que financeur des droits humains. Le sens de responsabilité qui existe doit être pris en compte et nous devons utiliser cette information pour pouvoir développer des stratégies et des pratiques. Ah, je ne l'entends pas. Problème de connexion. Shadi, je pense que vous avez eu un problème d'Internet. Est-ce que vous pouvez rappeler les deux dernières phrases? Excusez-moi. Je vais enlever ma vidéo. J'espère que cela va aider. Excusez-moi. Je disais juste qu'il y a une section importante à la fin de ce rapport qui s'appelle Appel à l'action. Il y a une série de recommandations. C'est un outil que vous pouvez utiliser pour regarder la distribution de financement, dans quelle mesure le financement est flexible. Cet appel à l'action, je voudrais montrer le manque de financement flexible qui va directement dans ces régions du monde. Et les pratiques de ces fondations perpétuent la supposition en termes de risques, comment éviter les risques et ça limite l'apport de ressources dans ces régions du monde. Un grand nombre de financeurs intermédiaires veulent pouvoir établir une confiance au sein de la région, parmi les communautés, permettre un financement flexible, mais ils sont soumis à des restrictions. Donc, il y a ces différents types de flux de financement qui ont l'objectif de soutenir le Sud et l'Est, mais qui sont pas octroyés de manière à arriver à cet objectif. Mais je pense que je vais conclure sur ce point. Nous avons ces informations, ces données, et je vous encourage à les utiliser juste pour informer et réfléchir vous-même sur votre organisation, comment vous pouvez agir, réfléchir différemment pour pouvoir faire face à ces barrières et réfléchir à comment
rationaliser les processus pour ceux qui sont basés dans le sud et l'est, parce qu'il y a beaucoup de barrières. J'apprécie la question de sponsor fiscal parce que ça a un rôle important en termes de ressources pour les communautés, des intermédiaires pour les communautés. Est-ce que vous pouvez vous voir en tant que organisation faisant le plaidoyer pour cela, et essayer de voir comment réduire les barrières auxquelles font face ces organisations de manière disproportionnée. Donc c'est beaucoup, mais le point principal, c'est pour avoir un financeur en qui on a confiance. Ces données permettent de voir cela. Vous pouvez vous connecter les uns avec les autres ou avec le réseau. Avoir plus de collaboration peut permettre de faire face à ces défis. Mais je remercie le réseau et toutes les communautés qui ont permis de rendre ce rapport possible. Merci de m'avoir écouté malgré mes problèmes d'Internet. Merci Shadi pour cela. Merci à vous. Lorsque l'on réfléchit aux besoins futurs, c'est important de prendre cela en compte. Euh, je dois clôturer cette session. J'espère que nous pourrons rester en contact. Ma collègue Ellie va laisser un lien dans le chat vers notre bulletin. Ça vous permettra de rester connecté et de suivre notre travail. Nous aurons une opportunité pour partager notre rapport sur le déficit de confiance. Et ensuite, nous aurons différentes conversations très focalisées, une discussion sur le déficit de confiance avec les fondations pour les femmes, les fonds pour les femmes. Si vous êtes intéressé et souhaitez participer, ou s'il y a des communautés que vous souhaiteriez que nous incluons, n'hésitez pas à nous rejoindre et à nous contacter sur community@hrfn.org. Je voudrais remercier Marie et Linda pour nous assurer que nous ayons suffisamment de personnes participer à cette réunion. Valia, Shader, et Amy, et Massa et Valeria, notre chargée de conception qui travaille sur notre site, nos partenaires à Candid, Prospera et Ariadne, qui sont essentiels pour notre recherche, les financeurs qui ont partagé leurs données. Il y en a certains qui sont dans cet appel et d'autres qui ne sont pas. Et merci à vous tous de nous avoir rejoints et j'espère que nous pourrons continuer cette conversation. Et enfin, nous devons reconnaître les activistes qui ont appelé à un changement dans le domaine de la philanthropie et qui nous ont aidés à venir à développer ces données. Nous allons conclure cette session. Merci beaucoup d'avoir participé. À bientôt.